Salut mes poulets, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, un nouvel épisode du concept Ce son qui me donne des frissons. Aujourd'hui, on parle d'un nouvel artiste qui me tient énormément à cœur. On va parler de Ateyaba, anciennement Joke, et on va parler du titre Crystal, sorti sur Kyoto en 2012. Comme dans les autres épisodes, je vais revenir sur les souvenirs qui me sont liés à ce son. Je vais parler aussi de sa conception, de son instrumental, de ses lyrics, de son héritage. Plus globalement, on va parler aussi de Kyoto, du projet, l'héritage d'Ateyaba, mon amour pour lui. Je vais d'abord parler de mes souvenirs liés à Ateyaba en premier. Alors Joke, c'est un nom qui me parle aux environs de 2017, quand je commence un peu à écouter du rap. De plus en plus, j'étais pas vraiment dans le rap avant, j'étais un peu une espèce de PNJ, j'écoutais des titres connus, des trucs par-ci par-là. Puis le rap est venu un peu me titiller l'oreille quand je suis rentré en seconde. Et je sais pas pourquoi à cette époque-là, je faisais beaucoup de blind tests, notamment sur le site Massive Music Quiz, avec un pote, Victor, il se reconnaîtra. Et on faisait beaucoup ça. Et dans le blind test Rap FR, dans lequel j'étais vraiment, je sais pas, j'étais addict. Et plusieurs fois, je suis tombé sur Joke. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé un peu à savoir qui c'était, mais j'étais pas allé, pas forcément allé écouter un de ses titres. Donc vous le comprenez, je suis pas vraiment un OG fan de Ateyaba. Je suis pas là depuis Prêt pour l'argent, je suis pas là depuis Kyoto, Tokyo ou même Ateyaba. Non, je suis là après, je suis là depuis on va dire 2019. Donc c'est quoi ma porte d'entrée un peu avec Ateyaba? C'est un peu complètement par hasard. C'est via un live de Potatoes, donc le streamer, ex-youtubeur très drôle qui faisait des vidéos avec des montages absolument exceptionnels, des vidéos classiques qui sont toujours aussi drôles. Et en 2019, il lance un live, je me connecte dessus, et avant qu'il arrive, il y avait un espèce d'écran titre avec des sons qui étaient joués, et là se lance Rock With You de Ateyaba, qui était sorti quelques mois plus tôt, je crois bien, hein. En 2018, Rock With You c'était de 2018. Donc ce truc-là, ce live-là, ça devait être vers février, peut-être entre février, avril 2019, quelque chose comme ça. Et le son me titille un peu, me titille l'oreille, et je me prends la prod, surtout dans un premier temps. La prod, je me dis, putain, ah ouais, elle est pas mal. Donc qu'est-ce que je fais? Je Shazam le son, voilà. Je le note, et puis quelques jours après, je vais le réécouter. Je commence et j'écoute, et là je me prends comme il faut le son. La prod est exceptionnelle. Euh, avec du recul, hein, le son est sorti en 2018. Je pense que moi, personnellement, de mon avis, c'est une de mes prods favorites de tout le rap français. Je trouve que ce son est un putain de chef-d'œuvre. C'est dans mes prods préférés all time. Rap français, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est un chef-d'œuvre classique. Le clip aussi, le clip est incroyable. Un peu avec cette vision futuriste, un peu avec les télés à la Matrix, un peu. Le moment où il se rase le crâne. Toute cette imagerie où il est assis dans l'espèce de siège, tout ça, c'est iconique, c'est vraiment exceptionnel, franchement, rien à dire, je me suis mangé des claques. Petit, je vais en rajouter un petit fun fact, la prod de Rock With You, à la base, c'était pas une prod pour Ateyaba, à la base c'était une prod pour Hamza et Damso, c'était un featuring entre deux, et qui finalement n'est jamais sorti. Et puis un jour, Ateyaba écoute le son, et il se dit ah oui putain la prod est lourde et tout, qui c'est qui pose dessus? Donc on lui dit ouais il y a un feat entre Hamza et Damso, et lui dit moi si le son il sort pas, moi je veux la prod. Et de là il pose dessus, et après vous connaissez la suite, c'est sorti. Vraiment la prod est exceptionnelle. Là le moment à la fin où il arrête de rapper, il y a un peu un moment où il fait des onomatopées sous autotune, un peu des top lines on va dire, et que après la prod repart pour finir là, sur les 30 dernières secondes où il n'y a que la loupe qui vient taper, c'est du frisson incroyable, exceptionnel. Donc Rock With You, c'est une era parce que il arrive avec ce son-là où il change de nom d'artiste. Il passe de Joke à Ateyaba. Et c'est une nouvelle identité musicale, une nouvelle DA.
Une nouvelle DA, à la fois oui, à la fois non, parce que Vision, qui était le premier single pour annoncer Ultraviolet, mais il décide de changer de nom d'artiste pour passer dans Ateyaba qui est le nom de son grand-père. Il y a, il y a l'album Ateyaba, qu'il a sorti en 2014, et dans lequel il y a le titre éponyme dedans Ateyaba où il parle de son grand-père, qui s'est battu pour la France, etc. Un très beau titre, très beau son que je vous conseille d'aller écouter. Et il tease donc, après Vision, ensuite Rock With You, il commence à teaser l'era ultraviolet. Donc vous connaissez l'histoire, c'est un album fantôme, un album qui ne sortira jamais, même si aujourd'hui, la majorité de l'album existe, sur peut-être 17 sons, je ne sais pas s'il y en a 17 sons, mais on va dire qu'il y en a 17, imaginons. On doit avoir peut-être 15, 14 sons, donc la grande majorité existe, et qui sont éparpillés dans différentes sorties, donc entre 2017 et 2021, 2022, 2023 je crois, non 2023 parce que ALC sort en 2023. Donc il y a des sons qui sortent via des leaks, des sons qui sortent via YouTube, des sons qui sortent en single, via des clips, c'est un peu un foutoir, un peu un bordel, mais l'album n'est jamais sorti. Je vais un peu vous expliquer pourquoi. Donc en 2019, il déclare tout simplement que l'album n'est pas prêt, qu'il n'y avait ni maison de disques, ni manager qui le bloquait, que selon lui, il continuait à créer et l'album sortirait lorsqu'il jugerait qu'il serait terminé. La même année, il annonce qu'il existe un parallèle entre sa vie personnelle et l'album, disant en substance que le projet avançait au rythme de son évolution personnelle. En 2021, son ancien manager Oumar Samake, donc Oumardinho, pour ceux qui ne savent pas, Oumardinho qui maintenant gère le label, la structure spectaculaire dans lequel est signé Dinos notamment, l'artiste le plus connu. Lacrim a été signé, a sorti quelques titres et un album sous cette structure-là. Il y a aussi Dossé qui est signé dessus. Et donc, Oumar Samake, il dit que Oumar, il dit en 2021 qu'il possède une version de l'album terminée à environ 90% et qu'Ateyaba est le seul décisionnaire concernant sa sortie. Et il a précisé qu'il ignorait en fait d'où venaient les raisons exactes de la non-sortie de l'album Ultraviolet. Et ensuite, plusieurs fois entre 2020 et 2021, Ateyaba il laisse entendre que le projet pouvait encore sortir, mais sans jamais vraiment annoncer de date définitive. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que d'Ultraviolet, c'est que pour moi, si l'album serait sorti à son époque, donc on va dire entre 2017, 2019, quelque chose comme ça aurait été un classique assuré. Les titres sortis, même par exemple ALC qui sort en 2023, un titre qui n'a pas pris une ride encore aujourd'hui, qui est exceptionnel. Ensuite, Sekhmet, Rock With You, Negresco, je peux même plus les citer tellement il y en a, c'est que des titres, des bangers de fou, des prods futuristes, avant-gardistes, je vais beaucoup me répéter, mais c'est exceptionnel. En fait, en termes de prod et de comment ils posent dessus, on atteint une maîtrise qui a rarement été atteint. Une espèce d'osmose, vraiment, il y avait un truc qui se passait dans cette ère, des sons qui sortent. Il rappe tellement bien, les prods sont tellement bien, les visuels sont tellement bien. Après, on peut lui reprocher lyricalement de ne pas être le meilleur, la meilleure plume. C'est pas du tout la meilleure plume à Ateyaba, mais il y a quand même des petites fulgurances, des go trips qui sont pas mal, des lignes qui restent en tête notamment. Mais finalement, c'est jamais sorti. À notre plus grand regret, au plus grand regret de tous les fans d'Ateyaba. Mais personnellement, j'apprécie quand même cette image qu'il a un peu de roi sans couronne. Voilà, là, tout le monde sait, tous les fans d'Ateyaba ou les gens qui ont un peu écouté sa musique savent que s'il avait sorti ce projet, sa carrière aurait été totalement différente et que il aurait sûrement pas pété, mais ça aurait sûrement quand même bien marché et que la suite serait totalement différente. La carrière qu'il a maintenant aurait été totalement différente que s'il avait sorti UV. Donc ensuite, mon parcours d'auditeur vis-à-vis d'Ateyaba après l'écoute de Rock With You. Après, je m'écoute quelques titres. J'apprécie quelques titres qu'il avait sortis. Je sais plus vraiment lesquels c'était, mais c'était dans cette mouvance-là.
Et ensuite, je décide d'écouter, de me pencher un peu sur sa discographie et d'écouter l'album Ateyaba. Et là, je commence à me prendre quelques sons, notamment à cette époque-là, même en à peu près 2019, ouais. J'étais déjà un gros fan de son West Coast, de son G-Funk, de toute cette ère des années 90, au début des années 2000. À Los Angeles, je suis et toujours un gigantesque fanatique de cette époque-là. La G-Funk est pour moi quelque chose d'indescriptible qui me fait vibrer, qui me fait groove, qui me fait kiffer du plus profond de mon être. Et donc, les sons solaires, il y a des sons solaires sur Ateyaba. Casino, ce son très laid back, avec une interlude à la fin du son Casino, réalisé par Scorsese, enfin bref, c'est classique. Venus, Jane Selter, aussi Minace. Donc ça, c'est des sons qui sont pas vraiment G-Funk, mais qui sont inspirés de cette époque-là. Grâce à on a des instruments qui sont similaires, tout ça. On s'est totalement inspiré de cette époque-là parce que Joe qui s'est mangé les Dr. Dre, il s'est mangé à mort les The Game, il s'est forcément mangé les Nate Dogg, forcément les Warren G aussi. Et donc on retrouve, c'est l'héritage en fait, ces sons-là, Casino, Venus, Jane Selter, Minace, c'est l'héritage de ces sons-là des années 2000, 90, de cette G-Funk que les producteurs ont ingéré, que lui aussi a ingéré parce qu'on y retrouve des références. Par exemple, le son Minace est une référence au film Menace to Society dans les années 90, dans lequel on retrouve Jada Pinkett notamment, qui est devenue la femme de Will Smith, qui avait fréquenté Tupac dans les années 90. C'est totalement une référence à ce film-là. On retrouve toute cette imagerie des années 90, les barbecues, ça shoot, les drive-by en lowriders, toute cette imagerie-là qui a forcément matrixé Ateyaba et qui a matrixé toute une génération. Même moi qui ne suis pas de cette génération, j'ai été profondément bercé, j'ai adoré ces films-là, tout ça. Et ensuite, je commence à plus creuser sa discographie, notamment via certains feats. Et ensuite, je décide d'écouter l'EP Kyoto et Tokyo, dont on va parler aujourd'hui, notamment de Kyoto, le premier sorti. Et ensuite, je réécoute de plus en plus sa discographie, je commence à vraiment me le prendre et je deviens fan totalement. À cette époque-là, il avait créé avec Ben Dorado, il avait créé la Spirit Radio, c'est un espèce de label Spirit of Ecstasy, dans lequel il sortait des exclus, des titres choisis en playlist, et c'était tout un DJ set, et c'était très bien, tout le monde attendait ça de malade. Il a sorti des sacrés exclus sur ses Spirit Radio. Ensuite, on retrouve d'autres moments marquants. Ensuite, en décembre 2020, il sort Moonwalk, qui était prévu sur Ultraviolet. Un son exceptionnel, voilà, mixé par notamment Anthony Kilofer. Anthony Kilofer, c'était un ingé son qui a travaillé beaucoup avec Kanye West, qui a travaillé sur MBTTF, My Beautiful Dark Twist Fantasy, un chef-d'œuvre de Kanye, l'un de ses meilleurs albums. Et Ateyaba avait fait mixer, je crois, avait fait mixer Ultraviolet par Anthony Kilofer. Donc j'avais vraiment toute cette ambition-là de vouloir faire quelque chose qui restera dans le temps. Dans cette même année, en 2020, le 31 décembre, je me souviens très bien, il sort Space Pack, qui est un petit EP avec des sons Ghibli, Naomi Freestyle, PDRB. Il sort ces titres-là, c'est vraiment top. Encore une fois, on est dans cette mouvance-là. Il sort ensuite je crois ce soir-là, il sort un site internet avec un peu mystique, avec une télé cathodique, avec un ankh d'un signe égyptien qui vient symboliser la vie éternelle. Donc dans cette télé cathodique, il y avait un espèce de ankh en arc-en-ciel qui tournait. C'était très futuriste, tout le monde était comme des fous, on ne savait pas ce que ça voulait dire, pourquoi il y avait ça qui était sorti. Et ensuite, en 2021, il sort son projet Infini N-Word, je ne vais pas le dire. À cette époque-là, j'étais en Corse, et de nombreux bangers sur le projet, je l'ai cité Sekhmet,
qui était prévu sur Ultraviolet. Il y avait aussi Final Fantasy, Annie. Tous ces sons-là étaient prévus sur Ultraviolet. Issus de ce projet, il y a aussi par exemple Nice, One Man Gang, qui sont des titres exceptionnels que je vous conseille fortement d'aller écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais on va un peu revenir maintenant sur pourquoi j'ai choisi ce titre Crystal d'Ateaba, pourquoi il me tient à cœur. Tout d'abord, c'est un titre qui est sous-coté. Je trouve qu'il n'y a pas assez de streams. Sur Spotify, dans le nombre de streams, c'est un des titres qui a le moins de streams sur le projet Kyoto. Donc j'estime juste que ce titre a besoin d'être mis en lumière. Et aussi parce qu'évidemment, j'ai un gros affect pour ce morceau. Parce que pour moi, en fait, ce morceau m'évoque ma ville, m'évoque Montpellier. Je viens pas forcément de Montpellier, je viens d'à côté à 30 minutes dans la campagne, mais j'ai fait mes études à Montpellier, j'ai fait 3 ans d'études là-bas, j'y vais tout le temps encore pour voir mes amis, tout ça, donc c'est ancré en moi. Et ce titre-là m'évoque directement Montpellier. Il y a quelque chose de solaire dans cette prod de Icas Boy qui est un peu lumineuse, mais qui n'est pas à la fois pas vraiment une instru typiquement solaire, West Coast, comme il a pu le faire ensuite par la suite sur l'album Ateaba, sur les titres que j'ai cités juste avant. Moi, quand j'écoute ce titre, je m'imagine à Montpellier, au printemps, en avril-mai. Je ride soit en voiture, ou soit je marche dans les petites rues du centre-ville pour être à l'ombre, tout ça, poser en terrasse avec les collègues, boire une petite moresque, ou bien être en fin d'après-midi sur les rives du Lez, sur le bord du Lez. C'est un son vraiment qui m'évoque Montpellier dans toute sa splendeur. Et je trouve qu'il y a un espèce de parallèle entre Montpellier et ce titre-là, Crystal, et aussi d'Ateaba. C'est un peu cette idée de force tranquille. Par exemple, Montpellier n'est pas du tout la ville la plus connue de France, pas du tout la plus prisée, pas du tout la plus importante, mais c'est quand même une ville que pour la plupart des gens qui viennent la visiter ou même y habiter tombent totalement sous le charme. Montpellier, c'est une ville quand même qui incarne quelque chose de très tranquille, il y fait bon vivre, on est tranquille dans le sud, au calme, c'est pas non plus bondé comme à Marseille ou ça peut l'être à Toulouse ou à Nice. On est plus tranquille, même si c'est quand même une ville où il y a du monde, c'est une ville très étudiante. Tous ceux qui y goûtent, ils tombent amoureux. Et donc il y a ce parallèle-là aussi avec Crystal qui est à la fois pour moi un son, comme j'ai dit tout à l'heure, une instru qui est solaire, mais à la fois par certains aspects qui aussi est un peu sérieuse et un peu force tranquille. Ateaba est un flow. Ateaba est un rappeur qui est très nonchalant, comme on pourrait le dire. Il a un flow généralement qui est très laid back pour venir accompagner les prods, et ce qui fait que ça donne un charme total. Et voilà pourquoi moi ce son-là me donne des frissons. C'est que ça me remémore ma ville. Dès que je l'écoute, je suis directement transporté dans cette foutue ville de Montpellier. Maintenant, je vais un peu parler de Kyoto, l'EP. Kyoto est le troisième projet d'Ateaba, mais son premier EP. C'est le premier d'une série donc entre Kyoto le premier et Tokyo le second. Donc qui sort chez Golden Eye Music, le label de Umar Samake, ou Mardinho comme je l'ai cité tout à l'heure, sur lequel il y avait Dixon, un rappeur. Il y avait aussi des beatmakers qui étaient signés dessus, notamment Blastar, Blastar qui a beaucoup produit pour Ateaba. Il avait aussi produit pour Roth dans les années 2000, je crois. Et aussi Richie Beats, donc Richie Beats à l'époque, qui est signé, qui fera ses prémices, un peu ses armes dans le label Golden Eye Music. Et on connaît sa carrière ensuite qui va péter, qui deviendra, qu'il est toujours un beatmaker, toujours très qualitatif, qui amène avec une patte unique. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a pété maintenant aussi, et donc c'est beau de voir que ces gens-là étaient dans un espèce d'incubateur qu'a pu être le label Golden Eye Music. En effet, Kyoto et Tokyo sont deux EP liés, non seulement par leur nom, mais aussi par leur place dans sa discographie. Car je cite, ces deux EP vont ramener le Japon, un pays qui est cher pour Ateaba, dans lequel il souhaiterait avoir un public. Il adore aussi la mode et pense qu'ils sont entre guillemets dans le futur, je cite. Il est totalement imprégné de cette imagerie-là, de la mode japonaise, les babes.
les Evisu, tout ça, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Donc sont présents en featuring sur Kyoto, Ayomari, Mac Taylor et Niro. Donc à cette époque-là, Teyaba fait un freestyle bouscapé à l'occasion de la sortie de ce projet et un bonus track avec Ekione qui a été dévoilé lors d'une Nocturne Skyrock spéciale à Teyaba. Ateyaba dira également que selon lui, ce premier EP, je cite, c'est joke habituel en next level, en plus travaillé, en plus fort. Il décrit ce projet comme spécial pour son époque. Et en effet, à sa sortie fin 2012, Kyoto a été reçu de manière très positive dans le milieu rap, mais surtout par des médias spécialisés et par des auditeurs plus attentifs. Ce n'était pas un succès grand public, mais un projet qui a énormément fait parler de Joke dans le rap français. Les retours de l'époque tournaient principalement autour de 4 points. Le premier, un rap considéré un peu comme en avance, qui serait un peu tout le leitmotiv de la carrière de Ateyaba. Beaucoup voyaient Kyoto comme quelque chose qu'on n'entendait presque pas en France, notamment en 2012 à cette période-là, avec des influences américaines très assumées, des prods électroniques avec une ambiance futuriste et une esthétique très travaillée, très léchée, pour quelqu'un qui était encore en début de carrière. Plusieurs observateurs ont alors parlé d'un rap qui était en avance sur son temps. Le second point, des productions qui ont impressionné, les instrumentales de Blastar, Cannibal Smith, Midsizer, Lekni Frog et d'autres producteurs de chez Golden Music ont souvent été cités comme un des points forts du projet. Dans les critiques de l'époque, des morceaux comme 4D, Crystal, Triumph ou MTP Anthem reviennent régulièrement. Alors moi personnellement, Triumph et MTP Anthem, c'est pas des sons que je kiffe. Je trouve que ça a pas très bien vieilli. Et même MTP Anthem, qui est vraiment un peu le son qui a fait péter Joke à Teyaba et qui a mis Montpellier sur la carte, c'est pas un son que personnellement j'apprécie, je trouve que ça a mal vieilli. C'est une prod de Richie Beats d'ailleurs, un peu son premier gros placement. Et le troisième point, c'est que Joke, comme je l'ai déjà dit, apportait quelque chose de neuf. Un peu ce mélange de nonchalance, comme j'ai pu le dire, d'ego trip, de références américaines et de mélodies a marqué les auditeurs. Plusieurs médias parlent d'un vent frais dans un rap français qui est alors à cette époque-là dominé par d'autres tendances. Maintenant, on va un peu revenir sur la conception du morceau. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la prod a été réalisée par Ikasboy. Ikasboy est un producteur qui est impossible de ne pas citer quand on parle d'Ateyaba, et l'inverse aussi, impossible de passer à côté des titres qu'il a produits pour Ateyaba. Donc, c'est vraiment une relation très forte qu'il y a eu à une période entre les deux. Tout simplement, Ikasboy, c'est un des meilleurs beatmakers français depuis 10-15 ans facile. Qui garde un niveau de qualité très haut en sortant des projets comme C'est Brutal qu'il avait sorti, aussi qui a posé de nombreuses prods exceptionnelles dans tout le rap français, je ne vais pas commencer à toutes les citer. C'est quelqu'un qui s'est exporté aux US, qui a feat notamment, qui a été producteur pour un feat entre Quavo et Travis Scott. Voilà, donc ça montre que c'était huge, hein, à l'époque c'était en 2019. C'est quelqu'un qui aussi est parti au Canada, qui est devenu proche avec Wanda Girl qui a produit pour Drake, qui a produit pour bon nombre de rappeurs américains. C'est une super productrice. Et aussi avec Ikasboy était un peu un des architectes sonores de Ultraviolet. Voilà, c'est un peu, il a sorti des gros bangers sur Ultraviolet. Il a sorti Job, je crois que Vision, je crois que c'est lui. Je ne vais pas tous les citer parce que j'ai pas trop envie de dire de conneries, mais il a sorti de Negresco, c'est lui, je crois. Il a sorti des énormes productions sur Ultraviolet. Donc c'est c'est un mec qui vient de La Roche-sur-Yon. C'est vers La Rochelle, je crois que c'est vers cette partie-là. Mais comme il vient de La Roche-sur-Yon, comme un autre beatmaker que je prénomme Midsizer. Donc c'est deux beatmakers qui sont exceptionnels. Midsizer, pareil aussi, un des top beatmakers de ces 10-15 dernières années, qui a produit des projets superbes, les Bisous. C'est quand même deux des beatmakers les plus intéressants, on va dire, de leur génération, qui ont beaucoup œuvré pour des artistes à la fois mainstream mais à la fois niche. Et ils ont collaboré ensemble, en fait, je crois, jusqu'en 2016. Ils ont fait quelques prods ensemble. Ils ont fait un projet commun ensemble, dont lequel est issu un featuring avec Hamza, qui était d'ailleurs très bien. Et je crois qu'en 2016, il y a peut-être eu une embrouille ou une discorde, et depuis, plus rien ensemble, pas de team-up. Donc c'est quand même assez regrettable parce que
bah, ils ont fait leur chemin de leur côté, alors que ça aurait été tellement beau aussi de les voir team up aujourd'hui, par exemple, ils pourraient sortir des prods ou des projets de zinzin, quoi. La prod de Crystal, on est sur du 88 BPM, donc c'est quand même plutôt lent un peu pour du rap, mais qui permet de créer en fait une atmosphère avec différents éléments de prod qui sont vraiment reconnaissables. Moi, ce qui m'évoque cette légèreté un peu ensoleillée, ce côté lumineux, c'est un peu ce synthé vaporeux qu'on a, qui est un peu saccadé, qu'on a tout au long de la prod. Et en fait, c'est un peu ce contraste-là, je trouve, c'est qu'on a cette légèreté de ce synthé qui est accompagné par des drums qui sont assez sèches, très organiques, qui sont totalement un peu inhabituels et originales pour des prods de cette époque-là, de 2012. Donc ça vient apporter un peu un package que je trouve vraiment top. Puis on retrouve quelques notes à quelques endroits, des notes de piano grave qu'on vient entendre en fond là, qui sont très fortes et qui viennent un peu contraster, un peu ramener de l'urgence à ce morceau, qui vient rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu cette force tranquille. Et on a aussi d'autres petites notes de synthé un peu plus rondes qu'on entend par-ci par-là, notamment durant le pont ou un peu au refrain, qui viennent égayer l'instru et lui rajouter un peu, pour pas qu'elle soit redondante en fait à l'écoute. Ce qui fait que moi c'est vraiment cet instru-là qui me reste dans la tête, c'est un peu une instru unique qui a pas vraiment de qu'on trouve pas vraiment par la suite dans le rap. Je saurais même pas vous citer des choses qui sont similaires. On va ensuite parler des lyrics. Alors c'est un son qui est ego trip. Voilà, il n'y a pas de débat. Tout est ego trip dans le son. Le thème quand même c'est le cristal. Peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas ce que c'est le cristal. Je suis là pour vous le dire. Alors le cristal, qu'est-ce que c'est? C'est un champagne de luxe. Euh, qui était fait, je crois, pour un tsar, un champagne qui est mis en bouteille dans des bouteilles en cristal, d'où le nom. Un champagne qui est extrêmement onéreux. Un Mathusalem, je crois que c'est autour de 20 000 euros de cristal, donc il faut se rendre compte que c'est voilà, quelque chose de. C'est un bon moyen en fait de faire des go trips. Et pourquoi le cristal? Il y a quand même autre chose au-delà de l'ego trip, tout ça. Il y a quand même toute une imagerie, un imaginaire dont Ateyaba a totalement été inspiré pour citer de Cristal dans ce refrain-là. Faut savoir, bon, Ateyaba, c'est un grand fan du rap américain des années 2000-90. C'est un fan de Jay-Z, du label de Rockefeller, Dipset, voilà, de Diddy, 50, tout ça. Et dans les années 90-2000, le cristal était énormément prisé par les rappeurs américains en boîte de nuit. On le voit dans beaucoup de clips de Diddy. Jay-Z notamment a été un énorme à encenser le cristal, en a fait l'ode dans bon nombre de titres et dans bon nombre de lyrics, que ce soit à la fois visuellement et à la fois lyricalement. Il en parlait tout le temps. Il en parlait tout le temps, et donc c'est pour ça que Joe en parle. C'est quelqu'un qui est fan de cette époque-là, et donc il s'est mangé ces lyrics, ces paroles-là, et donc il le recrache dans son ego trip à lui en 2012, et c'est totalement normal et totalement dans sa DA en fait. Et aujourd'hui, pourquoi, peut-être que vous ne le connaissez pas, pourquoi on n'entend plus parler du tout de Crystal, notamment dans le milieu du rap? On n'en parle plus parce qu'il y a eu un clash, il y a eu une scission. En 2006, le magazine The Economist pose une question à Frédéric Rousseau, alors nouveau directeur général de Louis Roederer. Une question sur ce qu'il pense du fait que le monde du rap s'approprie sa marque. Sa réponse va amener le clash, va mettre un peu le feu aux poudres. Donc je cite, c'est une bonne question, mais que pouvons-nous y faire? Nous ne pouvons pas interdire aux gens de l'acheter. Je suis sûr que Dom Pérignon ou Krug seraient ravis de récupérer ce public. Donc ça c'est ce que Frédéric Rousseau dit. Et donc pour la communauté hip-hop, c'est un énorme, énorme manque de respect et un message clair et un peu teinté de racisme sous-jacent qui veut dire que la maison Roederer estime que le rap vulgarise son produit de luxe et se montre ingrate envers des artistes qui font leur publicité gratuite d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Donc Jay-Z réagit immédiatement et de manière radicale. Il publie un communiqué dans lequel il va totalement boycotter le cristal. Donc je cite, j'ai considéré ces commentaires comme du racisme et j'ai décidé de ne plus jamais soutenir de près ou de loin le cristal Roederer. Donc Jay-Z retire le cristal de la carte de ses clubs de luxe et il appelle tout le milieu du rap à faire de même.
En quelques semaines, le Crystal disparaît totalement des clips et des soirées VIP américaines de ce milieu rap. La transition visuelle dans le clip de Show Me What You Got en 2006, on voit Jay-Z refuser ostensiblement une bouteille de cristal pour lui préférer une bouteille dorée alors inconnue au bataillon, Armand de Brignac, surnommé Ace of Spades en raison de son logo en âge de speak. C'est une maison de champagne dans laquelle Jay-Z a énormément investi et dans laquelle il a revendu, je crois, ses parts en 2021, quelque chose comme ça, dans laquelle il est devenu extrêmement riche. Et cela aussi, donc cette scission entre le rap et le cristal concorde aussi avec Ciroc. Donc Ciroc, vous connaissez tous la vodka. Donc à cette époque-là, Ciroc était au plus bas. Et en 2007, elle allie son image avec P. Diddy, qui était au top, qui a toujours été un producteur rappeur au top de cette époque-là, même si aujourd'hui il ne faut pas en parler, avec toutes les polémiques, etc. Et je pense qu'il a fait des grosses dingueries, mais là n'est pas le sujet. Je suis juste là pour parler un peu d'histoire. Donc en 2007, Diddy relance totalement la marque. Il la met partout. Toutes les stars, tout le showbiz s'affiche avec du Ciroc. Et donc la marque redevient hyper populaire. Aujourd'hui, hein, en 2026, les gens ne savent pas forcément que Diddy est derrière ce rebranding-là, le fait que Ciroc soit aussi connu maintenant, c'est grâce à lui. Mais Diddy en a profité parce qu'il est devenu extrêmement riche, il avait des parts chez Ciroc. Donc un peu pour expliquer ces lyrics, donc le refrain c'est un peu l'ego trip ultime. En fait il est tellement riche qu'il boit du cristal avec des pailles de manière très insolente. Donc il a dans son verre un champagne à plus de 20 000 € le Mathusalem si vous prenez une grosse bouteille. Et lui, il est là, il le savoure même pas de la bonne manière qu'il faut. Il le boit avec une paille. Voilà donc l'ego trip un peu ultime. Dans le couplet 1, il parle beaucoup de meufs. Et dans le couplet 2, il parle de comment ses ennemis sont nuls à chier, comment ses haters sont nuls. J'ai pas envie de faire une branlette artistique, je vais pas surinterpréter des lines qu'il a faites. Il y a 2-3 lines, tournures qui sont cool. Je vais pas trop m'étendre dessus, ça vaut pas le coup. On va aussi parler de l'impact et de l'héritage qu'a Crystal et Kyoto. Dans un premier temps, quelque chose de huge, la cover de Kyoto est faite par Ben Dorado. Donc Ben Dorado, si vous connaissez bien, vous êtes fan de rap, vous devez sûrement connaître qui c'est. Pas un graphiste, mais c'est un espèce de DA qui a fait beaucoup de visuels. Ben Dorado, qui c'est c'est un incontournable du rap américain parce qu'il bosse totalement pour Drake. Il bosse depuis 2020 pour Drake et aussi chez OVO. Donc OVO, c'est October's Very Own, c'est la marque de Drake. Et Ben Dorado bosse pour eux, donc c'est quelque chose d'énorme. Il a commencé avec la back cover de Dark Lane Demo Tapes, une mixtape sortie en 2020, durant le Covid. Il fera la back cover et ensuite de là, il va commencer à travailler de plus en plus avec Drake. La cover de Honestly Nevermind, c'est lui. Quelques covers ou quelques visuels sur Hair Loss avec 21 Savage, c'est lui. Et c'est lui qui, en 2026, il y a un mois, donc en mai 2026, Drake a sorti 3 albums le même jour. Et donc les 3 covers sont réalisés par Ben Dorado et c'est un français. Donc c'est quand même quelque chose de huge qu'il faut célébrer. C'est incroyable, et en plus les covers sont exceptionnelles. Celle de Honestly Nevermind est vraiment incroyable, celle de Iceman aussi est vraiment bien. Il faut être très fier de ça, hein, parce que Drake c'est le plus gros enfin rappeur, c'est pas uniquement un rappeur, mais peut-être un des plus dans le top 3 des plus gros artistes bankable de ces 15-20 dernières années. Donc c'est quand même un truc de fou quoi. Et ce mec-là, Ben Dorado, a été, on va dire, vraiment propulsé par Ateyaba. Ils se sont rencontrés avant 2012, donc peut-être vers, je sais pas, 2010, 2011, quelque chose comme ça. Et donc ils commencent à travailler un peu ensemble. Et Ateyaba amènera Ben Dorado en tournée, et c'est lui qui fera la plupart de ses covers, de ses artworks, de ses visuels. C'est lui qui était normalement censé être la cover de Ultraviolet, qui est magnifique. Les artworks de Rock With You, de Job, tout ça, Space Pack, tout ça, je crois que c'est lui. Ils ont vraiment travaillé main dans la main ensemble et Ben Dorado est très reconnaissant
envers Ateyaba parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui lui a donné un tremplin, des contacts qui l'a fait connaître. Donc vraiment, il faut se rendre compte que Ateyaba, à cette époque-là, est déjà un mec qui est hyper avant-gardiste. Il a l'œil, il s'entoure quand même de gens qui deviendront incontournables des années plus tard. Mais tout ça en 2012. Faut se rendre compte quand même, Ben Dorado, 2026, le mec sort 3 covers pour Drake. Ensuite, Icas Boy, je l'ai cité, deviendra hyper important. Midsizer, pareil, qui a une prod sur Kyoto. Ensuite, Richie Beats, pareil, qui a une prod sur Kyoto en 2012, qui deviendra super important, qui sortira ses projets. Oumar Samaki, Oumardinho, je l'ai cité tout à l'heure aussi, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui deviendra hyper important avec son label, qui a mis Dinos, qui a fait péter Dinos. C'est un truc, quand même, il faut se rendre compte que c'est hyper avant-gardiste et hyper incroyable que à cette époque-là, en 2012, de s'entourer de gens aussi exceptionnels et qui deviendront aussi importants, avec une carrière aussi importante pour le rap français et même voire à l'international pour certains. Et ce qui est un peu le crève-cœur de tout ça, c'est que ça a marché vraiment pour tout le monde, mais un peu sauf pour Joke lui-même. C'est un peu celui qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Tout cela, ça peut s'expliquer par différentes manières. Joke, c'est quand même, Ateyaba, c'est quelqu'un qui, par les prises de parole, par les tweets, tout ça, on peut se rendre compte que c'est quelqu'un qui a un caractère singulier, un caractère, je pense, en acier trempé. Je pense qu'aussi, il est doté d'un perfectionnisme maladif, un peu la Dr. Dre, qui peut l'empêcher de sortir des choses, voilà, parce que c'est quelqu'un qui veut toujours être satisfait, il veut toujours être au top, et donc je pense que ça a beaucoup joué sur la non-sortie d'Ultraviolet. Tiaba, c'est quoi? C'est aussi un des artistes les plus influents dans le rap français de la dernière décennie, et même encore aujourd'hui il l'est, avec plein d'enfants, le nombre de gens qui ont été matrixés par Joke, notamment par ses visuels, par ses tenues, par le choix des beatmakers, les flows un peu laid back, l'utilisation de l'autotune, tout ça, il y a tout un package Joke dans lequel le bon nombre d'enfants, et le problème c'est que il n'est pas assez cité, les gens ne lui rendent pas assez hommage, il n'a pas assez ses fleurs, et ça c'est quelque chose qu'il est très au courant parce qu'il s'est beaucoup plaint que le rap français ne lui avait pas donné, et les auditeurs ne lui avaient pas donné les hommages et la reconnaissance qu'il méritait. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment souffert de cette non-reconnaissance-là. Et maintenant, je vais parler un peu d'Ateyaba aujourd'hui. Donc Ateyaba récemment, ces 2-3 dernières années, qu'est-ce que c'est? En 2023, la sortie de La Vie en Violet, son deuxième album tant attendu, mais qui n'est pas ultraviolet. Donc je pense, moi, dans tous les cas, qu'il aurait sorti ultraviolet ou il aurait sorti n'importe quoi d'autre, je pense que le public aurait été forcément déçu. Personnellement, La Vie en Violet, c'est un album qui a beaucoup été décrié, qui est un album qui est très clivant, que personnellement j'ai vraiment apprécié, avec une DA un peu de Golemont, une DA un peu futuriste, un peu Y2K, un peu plug, avec il y a de gros bangers sur l'album, hein. Moi je suis désolé, Shenron, un single que j'adore. Deep Web, on retrouve aussi le feat avec Young Nuddy, qui est vraiment bien. Moi je trouve que la majeure partie de l'album est vraiment bien, avec 4-5 fulgurances. Mais on y retrouve aussi 2-3 atrocités, 2-3 sons que personnellement je déteste, notamment le fameux titre Pokéball qui avait énormément fait polémique, qui est une purge auditive. Si vous ne connaissez pas, allez écouter, vous allez vous taper une bonne barre de rire, c'est une horreur. Ensuite, il y a d'autres sons que j'aime vraiment pas, mais dans la majorité, je trouve que c'est un bon album et que je prends toujours énormément de plaisir à me lancer et à écouter. C'est un album qui n'a pas vraiment forcément marché parce qu'il sort trop longtemps après, il change de style de musique, les gens se le mangent pas forcément, il sort que un clip parce qu'il n'avait pas assez d'argent, je crois, pour faire d'autres visuels. Donc ça n'a pas le succès, je pense, qu'il avait dû imaginer. Ça marche pas très bien, mais dans sa fanbase, je pense que les gens sont quand même globalement satisfaits, même si c'est pas l'album tant attendu. En parallèle, il décide de créer un nouveau compte Spotify qui s'appelle Ateyaba Archive, et dans lequel il aura une démarche qui est beaucoup plus spontanée. Ce compte-là va lui servir un peu de laboratoire créatif, dans lequel il sortira des sons par-ci par-là, des EP comme ça, où on y retrouve à la fois du très bon, et à la fois du bon, et à la fois à des moments du vraiment pas bon. Donc
Personnellement, j'aime beaucoup cette démarche artistique parce que il fait un son, ou il y a un son qu'il a sorti avant, un coup ça lui pète de le sortir, boum, il le sort. Et c'est cool, on mange, il se dédouane de le sortir sous son vrai nom, Ateyaba. Parce que, comme j'ai dit, c'est un peu un laboratoire créatif. Et c'est un peu comme ça on sort une mixtape en fait. Une mixtape n'est pas un format album. Une mixtape est un format où un rappeur se met à laisser tenter des nouvelles choses et dans lequel un auditeur ne peut pas attendre d'avoir la même qualité d'une mixtape qu'un album parce qu'un album ne se travaille pas de la même manière qu'une mixtape. Et c'est deux choses totalement distinctes qui, à mon grand désarroi, aujourd'hui se perdent énormément. Les gens ne savent plus faire la différence. Les rappeurs s'en tapent, ils sortent des mixtapes qui sont pas vraiment des mixtapes. C'est un peu un foutoir et je pense qu'on devrait redonner du sens à ces termes qui, pour moi, sont très importants et qui sont des héritages incontournables du rap. Et donc sur Ateyaba Archive, il sort notamment Ecstatic Remix. Donc Ecstatic, c'était un projet qu'il avait sorti en 2023 ou 2024, qu'il avait sorti sous Ateyaba. Donc on restait dans l'ADA un peu futuriste, avec des prods un peu rage, tout ça, plug. Et en 2024, il décide de sortir un remix sur Ateyaba Archive, un remix fait par Midsizer. Donc au niveau des prods, voilà, c'est les mêmes pistes audio, les mêmes pistes vocales d'Ateyaba, mais habillées de manière différente par Midsizer, qui est un projet vraiment cool avec de super sons. Aujourd'hui, on est en juin 2026 et il y a ces 10 derniers jours, Ateyaba, je ne sais pas ce qui lui a pété, il a décidé de sortir 2 titres dans un intervalle de 3-4 jours. Il a sorti Moonwalk inversé et Rose Noire. Moonwalk inversé, c'était un titre qui avait été teasé sur un tweet en 2016 où il montrait l'écran de son Mac, où on pouvait voir plein de titres de pistes qui n'étaient pas encore sortis, et dont on retrouvera des titres qui sortiront dans le futur, notamment le son Finesse, qui était censé être sur UV et qu'il avait sorti en 2022. Et donc c'est quand même lunaire de se dire que ce titre-là, Moonwalk inversé, il date de minimum 2016, on ne sait pas de quand il date, mais de minimum 2016. Le son peut s'écouter encore très bien, et c'est quand même lunaire qu'ils sortent ça 10 ans après, ils décident à le sortir. Pareil pour Rose Noire, c'était un son qui était quand même plus récent, qui pareil est un son top, vraiment je vous conseille d'aller l'écouter, c'est super. Donc ces deux sons, peut-être qu'il y a une corrélation entre le fait que ce soit le même producteur, que ce soit High Classified. High Classified, c'est un producteur de Laval au Canada qui a beaucoup prod pour The Weeknd au début, il a prod pour Future, je crois qu'il a prod pour Young Thug. Donc c'est quelqu'un qui, au début des années 2010, était très huge en Amérique et qui maintenant a beaucoup prod dans le rap français pour Ateyaba, il a prod pour Carmen. Et là, dans quelques heures, j'enregistre le 11 juin 2026, et là, à minuit, il va sortir un EP sur Ateyaba. Il va sortir un EP qui va s'appeler Roi Scorpion. Alors il y a eu quelques leaks que j'ai pu écouter sur Twitter. Je suis pas vraiment hypé par ce qui va sortir. Ça reste dans la même veine de ce qu'il a sorti. Moi, je suis moins, ça me touche beaucoup moins. Je trouve que c'est oubliable en fait. Je trouve que sur La Vie en Violet, ça a apporté quelque chose de nouveau. Maintenant, j'ai du mal. Je trouve ça cool, mais sans plus. Notamment aujourd'hui, c'est beaucoup lui, Ateyaba, sous le pseudonyme de Starlight Coffee, qui prod pour lui-même. Il fait les prods qu'il a envie de faire, mais je trouve que des fois c'est réussi, d'autres fois c'est pas exceptionnel. Après, je peux pas lui en vouloir, il fait ce qu'il veut. C'est un artiste, il a envie de pousser sa vision artistique au bout des choses, et c'est respectable. Il y a aussi quelque chose que j'aime pas trop, c'est un peu, il a un traitement sur sa voix qui est très dégoulinant d'autotune, un peu très artificiel, et qui est voulu, hein, totalement voulu. Et je suis moins dedans, à des moments ça me saoule un peu. Pour conclure de tout ça, je pense que en tant qu'auditeur, en tant que fan, il faut faire le deuil de cette ère un peu 2015-2019, d'Ateyaba, d'Ultraviolet, toutes ces prods-là où il avait totalement atteint un prime, une quintessence artistique que je trouve exceptionnelle et qui est difficilement égalable dans le rap français. Il ne sortira plus de sons, en tout cas actuels, hein, pas des rééditions ou des sorties de sons qui datent d'avant.
Mais aujourd'hui, en 2026, il sortira plus de son dans ce registre-là, il faut en faire le deuil. Aussi dommage, parce qu'il avait sorti, j'en ai parlé tout à l'heure, sur Spirit of Ecstasy Radio, il avait sorti des petits snippets, des trucs qui étaient exceptionnels et qu'on n'aura jamais de version longue. Mais c'est hyper frustrant de se dire ça. Donc j'ai un peu fait ma conclusion sur un peu sa carrière, tout ça. Et je voudrais finir par faire un hommage final à Teyaba. Je voudrais lui dire que c'est un artiste qui m'a profondément inspiré. Déjà, c'est quelqu'un qui vient de pas loin de chez moi, il vient de Montpellier. Donc il y a un attachement qui est en fait unique, qui est impossible à expliquer. Voilà, c'est tout. Le mec vient de chez moi et ça me fait tellement plaisir que ce type-là ait vécu à 30 minutes de chez moi et qu'il ait délivré une œuvre si importante, en tout cas à mes yeux. Donc c'est quelque chose, je pourrais jamais le remercier. Merci à toi, Gilles. Merci, Joke. Merci à Teyaba. Ce que tu as fait, c'est exceptionnel. Tu m'as vraiment matrixé. Genre, je vais arrêter de le tutoyer parce qu'il écoute pas ce podcast, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment matrixé, vraiment inspiré. J'ai fait des photos comme un gros fanboy de là où il sortait des freestyles en 2010, dans des endroits dans Montpellier. Il m'a énormément inspiré au niveau des sapes, du streetwear, tout ça. Et bisous, babe, tout ça, toute cette ère-là, les trucs de luxe. Ah là là, il y a trop de tenues, d'outfits qui sont exceptionnelles, des flots, débardeurs, casquettes truckers, enfin bref, c'est exceptionnel. Il y a notamment une doudoune Bape qu'il avait sorti dans quelques clips, notamment dans le son de 2014 à l'infini. On peut la retrouver dans le feat avec Wormsty. Et c'est une putain de doudoune qui est exceptionnelle et que je n'arrive pas à retrouver. Je n'ai jamais réussi à trouver le modèle pour me la procurer. Impossible. J'ai dû y passer peut-être 1 heure et demie. Impossible. Impossible de la retrouver. Donc si vous la retrouvez par je ne sais quel miracle, mettez-le moi en commentaire. J'ai quand même des regrets, c'est de ne pas l'avoir vu en concert. Parce que je suis arrivé trop tard, je me suis mis trop tard dans le rap, je me suis pris le rap trop tard. Et donc c'est vraiment quelque chose de dommage. Parce que j'aurais tellement rêvé de le voir en concert. J'aurais été comme une putain de groupie. Quand même à Montpellier, durant les 3 années où je suis resté là-bas, j'ai eu l'occasion, dans des soirées à thème rap, dans des soirées juste en boîte de nuit, ou bien des concerts des premières parties, j'ai eu la chance d'écouter des sons d'Ateyaba. Il n'était pas sur scène bien sûr, mais de pouvoir l'écouter autre chose que dans ses écouteurs, c'est quand même quelque chose. Et à chaque fois, j'ai eu les putains de frissons, on est sur les nerfs, les titres comme ça, des putains de frissons, je m'en rappellerai sûrement toute ma vie. Un peu le mot de la fin, c'est qu'au-delà que ce soit Christophe, que ce soit un titre qui me donne des frissons, Ateyaba est un artiste qui me donne des frissons. Voilà, merci à toi, merci pour ton œuvre, Ateyaba. Je te serai éternellement reconnaissant pour ce que tu as fait. Tu as mis Montpellier sur la carte, tu as fait des choses, tu as mis la lumière sur bon nombre d'artistes, tu as eu des enfants. T'es une pierre angulaire du rap des années 2010-2020. Voilà, t'es quelqu'un d'unique. Et même si aujourd'hui, j'ai plus vraiment d'atome crochu avec ce que tu sors, j'aime bien, mais sans plus. Voilà, t'as fait un truc de malade et je pourrais jamais assez te remercier. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir pu un peu partager ma passion pour Ateyaba, ce qu'il a pu sortir. Vous partager un peu ce fanatisme que j'ai à propos de lui. C'est quand même quelqu'un, vraiment j'ai écouté les leaks, toutes les sorties, les discords, je me suis mis vraiment à la page, tout ça parce que j'étais en mode putain mais le mec mérite ça quoi. Je voudrais notamment faire une dédicace, un petit SO au Discord de Ateyaba qui était géré par Ateyaba Vibes. N'hésitez surtout pas à vous replonger dans des sons, dans des leaks. Je vous mets dans la description de cette vidéo une playlist Spotify sur mes sons préférés de Ateyaba, donc il y en a environ peut-être 80, un truc comme ça. Pas 80, mais il y en a vraiment beaucoup, des dizaines. Donc allez jeter une oreille, il y a des sons que malheureusement vous ne pourrez pas écouter parce que c'était des sons que j'avais téléchargés moi-même et qui ne sont pas forcément disponibles sur Spotify, mais vous aurez le son qui sera marqué, donc si vous voulez aller jeter une oreille sur YouTube, n'hésitez pas. Et donc je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode où on décortiquera un autre de mes sons qui me donnent des frissons. Je vous dis ciao mes poulettos, à la prochaine, prenez soin de vous mes poulettos.